on travaille sur des cultures annuelles. Ouais, du coup, c'est vrai que la figue, c'est une culture qu'on maîtrise. Hein. Mais je vais essayer de vous montrer ce que je peux dire déjà de toute la partie outillage et suivi hydrique qu'on sait faire. Et on verra éventuellement si ça peut ouvrir comme piste sur le figuier à la fin. Hein. Alors, attends. En plus, c'est pas un logiciel. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est bien. Merci. Voilà. C'est un logiciel bizarre. Juste un petit rappel, en fait. Qu'est-ce qu'on sait mesurer en termes de mesure dans un sol, hein, on parle de l'ortisol réservoir d'eau. On sait mesurer la quantité d'eau. Donc, c'est quelle quantité j'ai dans mon volume de sol, là, distribuer des petits points. Et on sait traduire ça soit dans une quantité volumique, des centimètres cubes ou des pourcentages, hein, soit des quantités, en fait, millimètres, c'est-à-dire sur une hauteur, combien j'en ai, hein, des millimètres, en fait. Une version hauteur, soit du volume, soit de la hauteur. D'accord. Voilà. Donc, on sait mesurer ça avec certains outils. Comment? C'est à taux 1. Ouais, tout seul. C'est le câble. Hein. Et du coup, on sait aussi mesurer la façon dont elle est retenue dans le sol, la tension en eau, on appelle ça, la force avec laquelle elle est retenue dans le sol. J'aime bien cette image de l'éponge, c'est quelle force il faut pour arriver à sortir l'eau du sol. Hein, c'est la force que va devoir exprimer la racine pour tirer l'eau du sol. Donc ça, c'est la tension en eau. C'est voilà, ce qu'on mesure du coup via des critères de physique de force, en fait, hein, des centibars, des kilopascales, voilà, des hauteurs d'eau, de pression, en fait. Voilà, c'est une pression liqueur, une pression. Donc, c'est les deux grandeurs qu'on sait mesurer avec les outils aujourd'hui de l'eau dans le sol. Et les deux vont avoir un intérêt, on va voir qu'est-ce qu'on en fait et quel est leur intérêt respectif. Alors, donc, le sol, c'est notre réservoir. Et du coup, ben, il va y avoir des flux là-dedans qui vont rentrer et sortir éventuellement. Nous, ce qu'on cherche, c'est à satisfaire la transpiration des plantes et la partie évaporation du sol. Hein. Donc ça, c'est les deux éléments sur lesquels il faut qu'on alimente le système. Hein. On perd de l'eau par évaporation du sol, ça on a l'idée, on perd le moins possible, parce que l'eau qui est utile, c'est celle qui est transpirée par les plantes. Donc, ça, c'est ce qu'on veut satisfaire, la transpiration, et du coup, ben, on amène l'eau, soit il en arrive par les pluies, hein, ça on est content de les avoir, soit on est obligé de rajouter avec des irrigations de l'eau dans le réservoir sol, en essayant de ne pas en perdre par ruissellement ou par drainage. Ces deux-là, c'est les pertes en fait qu'on essaie d'éviter. Et donc, du coup, partant de cela, ben, on fait une espèce de bilan sur ce volume exploré par les sols, là, dans le sol. Et voilà ce que donne l'équation. En gros, ce stock en eau du sol, ben, c'est égal à la reflux des irrigations. Et ce qui sort, c'est la transpiration, ça nous intéresse, la plante. Hein. L'évaporation, il y en a, mais on aimerait en avoir moins, c'est le sol. Et puis, ben, ce qu'on veut éviter, c'est le drainage et le ruissellement. Donc, grosso modo, voilà. On va essayer de. Je pense que c'est comme ça que vous travaillez, mais avec un sol réservoir dans lequel on alimente en eau via les irrigations quand il n'y a pas assez de pluie. On peut passer. Alors, sur la partie mesure en eau volumique, je vous disais, on mesure de grandeur. Donc, là, le volumique, c'est quel stock j'ai dans mon sol. Hein, c'est ce qu'on vient de voir, l'équation. Nous, on a la chance encore, dans mon unité, et je me bagarre pour le conserver, d'avoir cet outil qui mesure l'humidité par voie neutronique, en fait. C'est une source radioactive qui émet des neutrons et qui permet, en fait, de connaître le stock, la quantité d'eau volumique dans le sol. Alors, je dis j'ai la chance parce que il n'y a aujourd'hui pas mieux au monde, en fait, pour mesurer l'eau du sol. Alors, ça fait peur parce qu'il y a une petite source radioactive, mais bon, honnêtement, elle est très faible en émission et on ne craint pas grand-chose parce que très rapidement, c'est dans le sol, donc il n'y a pas vraiment de risque, mais ça fait peur. Voilà. Donc, du coup, c'est performant. Pourquoi? Parce que c'est un volume de 7 à 15 cm sur le point en fait, d'émission des neutrons. Là. Donc, ça fait un volume assez important. On verra que ces outils électriques là, ont des volumes très faibles. C'est intéressant parce que la loi est linéaire, en fait. Donc, quand on a le point sec et qu'on a le point humide, en fait, on a toute notre loi, en fait, du début à la fin, hein, grosso modo. Donc, ça, c'est très intéressant. Et c'est intéressant parce que ça cible vraiment les atomes d'hydrogène. Donc, ça c'est pas perturbé par d'autres éléments. On verra que les autres techniques électriques sont. Donc, ça, c'est vraiment un bel outil.
dont on a à la disposition et qui nous permet de suivre de façon fine les évolutions du stock en du sol. Et jusqu'à des profondeurs importantes. Donc ça descend dans un tube, là, vous voyez, et tout dépend jusqu'où on a mis le tube, mais si ça le permet, voilà, sur vigne, j'ai des tubes à 5 mètres, par exemple, voilà, 5 ou 6 mètres. Ensuite, donc ça, c'est on cible directement l'hydrogène, et par exemple, on trouve les théories. Ensuite, on a des systèmes, en fait, qui mesurent la permittivité du sol. En fait, c'est l'aspect polarisable du sol. On va envoyer des électrons, en fait, et ils vont être captés et relargués. C'est cet aspect condensateur, on arrive à les mettre dans le sol parce qu'il y a des choses qui permettent de le contenir, l'électron, et puis de le relarguer. Ça, c'est ce qu'en fait, tous ces principes dits sont électriques, en fait, la majorité va mesurer ce paramètre qui est la permittivité ou la constante diélectrique du sol. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a, dans un premier temps, dans les années 90, je dirais, la technologie électronique a permis d'aller mesurer dans des temps très courts, en fait, la propagation des électrons, en vérité, à la picoseconde. Et ça a permis de voir avec ces systèmes qui s'appellent TDR, Time Domain Réflectométrie, en fait, ça veut dire réflectométrie dans le domaine temporel, de voir, en fait, la présence d'eau. Alors, ça marche comment? Ça envoie une pulse électrique, et l'électronique, c'est suivre son cheminement aller-retour, en fait. Au début, ça a servi pour retrouver les casses sur les câbles électriques. Ça sert pour ça. Il y a des réflectomètres qui servent à ça, en fait. Des fois, quand vous avez un problème téléphonique, ils essayent de voir où est cassé le fil, éventuellement, s'il y a une vraie coupure. Et ils envoient ce système-là, le plus chemine. Et avec des systèmes électroniques, je vous dis, qui mesurent la picoseconde, on arrive à voir, en calculant le temps de trajet, finalement, à quel endroit c'est cassé. Voilà. Et donc, ça a été dérivé pour mesurer qu'il y a des guides, en fait, qu'on insère dans le sol. Quelle est la teneur en eau? Par des équations, là aussi. Mais ça voit le temps de trajet, et ce trajet dans le sol, en fait, il est ralenti par l'eau qui arrive à capter. L'eau, c'est une molécule polaire, elle arrive à capter les électrons, en fait. Elle est ralentie, elle perturbe, et du coup, on voit quelle est la teneur en eau par ce principe-là. Ça coûte assez cher quand même, parce qu'il y a une électronique, c'est le vrai TDR, parce qu'on voit qu'il y a des TDR. Mais la vraie mesure du temps de trajet de l'onde électrique, ça coûte cher, du coup, parce que c'est une électronique sensible. Donc, vous avez ça. Et ce modèle-là, ça vaut dans les 20 000 euros aujourd'hui. Je ne fais pas de c'est hein. Alors là, on voit vraiment le signal sur l'oscillogramme là, du temps de trajet du parcours électrique dans les lignes. Ça, c'est comme les scientifiques qui fait ça. Ça aussi, c'est du vrai TDA, donc ça coûte cher, ça coûte dans les 3 000. Et après, on met des guides dans le sol, mais ça, c'est le boîtier qui arrive à dire le temps de trajet. Ça, c'est les Allemands. Trim, ça vaut c'est un peu moins cher, ça vaut dans les 1000 euros. Hein. Et puis récemment, vous avez des produits comme ça, plus récents. Je ne suis pas sûr que ce soit du vrai TDA parce que ce n'est pas très cher. Je crois que ça vaut 2 à 3 000 euros. Enfin, c'est pas très cher, c'est cher. C'est moins cher. Donc, voilà. Et après, vous avez voilà, ces petits outils-là aussi. Ça, c'est un peu Spectrum. Là, ça doit être plutôt pour les gazons, les golfs, des choses comme ça, j'ai l'impression. Voilà, et là, vous en avez encore un autre modèle. Donc ça mesure l'humidité volumique. Donc ça mesure quelle quantité j'ai dans mon sol et ça me permet de savoir où j'en suis de la réserve. Est-ce qu'il faut que j'en remette ou pas de l'eau. Là, vous avez juste un petit élément sur c'est la constante diélectrique ou la permittivité. Les valeurs qu'ont ces grandeurs de la constante diélectrique selon que c'est de l'eau, du sol ou de l'air. Le sol, ça varie un peu selon le minéral et de l'air. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on voit quand il y a de l'eau, parce que la constante diélectrique est très forte dans l'eau et très faible dans les autres matériaux, comme l'air et le F, c'est quoi? F, c'est des farad par mètre. D'accord. Je peux passer. Alors, chez Campbell Scientific, c'est un fabricant américain. Là. Ils ont créé une sonde, en fait, que j'utilise pas mal, moi, qui n'est pas vraiment du vrai TDR, parce que c'est ce que je vous disais d'aller mesurer à la picoseconde. Donc, c'est du FDR, Frequency Domain Réflectométrie. Ça a le même principe. On envoie un pulse avec une fréquence, et c'est en fait la fréquence qui est modifiée dans son trajet, qui arrive à définir la constante diélectrique et la teneur en eau. Donc, ça, c'est un peu moins cher. Enfin, ça vaut 200 € la semaine, quand même. Voilà, ça permet d'aller mesurer de l'humidité volumique. Les guides font 30 cm, donc ça fait soit des couches de 30 cm, soit une zone à l'horizontale si on le prend à l'horizontale. Hein. Mais c'est la sonde et le lecteur ou c'est juste la sonde? Alors, c'est la sonde et après, on se met sur une centrale d'acquisition. Ça fait de l'acquisition, pas de temps souhaité, mais c'est du câble. Et la centrale, elle coûte combien?
peut-être certains connaissent les références. Il y a Oui. pas un boîtier qui vient faire la mesure en appuyant sur le bouton. C'est un peu compliqué. Donc, il faut acquérir une centrale en plus. Donc, il faut une centrale en plus. Voilà, la sonde vaut ça, mais la centrale vaut 1500. Ah oui, d'accord. Ouais, mais tu peux t'en servir pour plusieurs sondes. Alors, on en a plusieurs. Ouais. Enfin, voilà, on peut passer. Du coup, ça, c'était une version améliorée. Moins chère ça, maintenant, voilà, c'est des sondes aussi qu'on voit beaucoup distribuées. On est toujours sur la mesure de la constante de vie électrique, en fait. Et c'est ce qu'on a vu apparaître il y a quelques années, notamment Syntec, qui a commencé un peu. C'est des sondes deep capacity qui font elles aussi de la mesure d'humidité volumique. Essayez d'en faire. Donc, vous avez toute une gamme. Alors, soit des gammes sur des tubes, en fait, qu'on peut descendre. Là, vous voyez, vous avez la partie capteur sensible, là, qui est déplaçable. On peut mettre tous les 10 cm. Et tout ça est rapatrié sur une carte électronique et à nouveau sur une centrale pour avoir ces points de profondeur, de valeur d'humidité volumique. Vous avez une version mobile ici de ça. Là. Donc, la partie sensible du capteur, elle est dans la tête ici. On va descendre dans le tube et remonter. Et tous les 10 cm, on va avoir un point de mesure d'humidité volumique. Après, vous avez des modules type sonde implantée, là. Ce genre-là, là, voilà, chez Protec. Vous avez chez Cobris une sonde, pareil, on la plante, on la laisse, avec différents capteurs. Ça, c'est déplaçable. En fait, il y a un boîtier où ça peut être branché sur un système d'acquisition. Hein. Et puis ça, vous avez les petits modèles, ça, des canons aussi, ça c'est pas mal rempli. Moi, c'est Intergroup. Des petites sondes à planter. Par contre, là, on a une profondeur limitée. Voilà, alors on introspecte des petites profondeurs, c'est vrai. Alors ça peut s'installer, on peut faire des fosses aussi. Voilà, descendre dans la fosse à la profondeur que l'on veut. On peut, notamment pour des cultures pérennes, on peut faire une fosse, aller les piquer à l'horizontale, reboucher et ça reste Ah ouais, en mais place. Mais il faut reboucher après. Soit on les place par le dessus, soit on fait une fosse. Et il faut reboucher en essayant de Alors, faire la stabilité de sol qu'on avait là-dedans. Là, on en voit beaucoup. C'est des carottages. Ça fait une mesure, je dirais, pérenne, sur place, qu'on peut laisser. Le seul souci comparé à mon outil radioactif, c'est que là, le volume est très faible. Et surtout, le moindre vide d'air, en fait, comme c'est un système électrique de type champ magnétique, là, le moindre vide d'air, là, ça coupe complètement le signal. Donc, on perd tout de suite la valeur. Et elle ne vaut plus rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que, notamment, tous ces produits-là, alors l'humidité volumique, il ne faut pas modifier son sol. Hein. Et tous ces produits-là, quand on les installe, notamment chez Syntec, là, il y en avait bien dessus, sachant que ça ne va pas très loin dans le sol. Hein, en fait, le tube dans lequel on va placer ça, là, le tube en plastique, c'est un tube en plastique, il tranche son emplacement pour venir vraiment épouser le sol sans le modifier. Il y a un couteau en bas du tube, là, et c'est le tube lui-même qui vient trancher. On ne peut pas, à ces mesures-là, en fait, faire un trou à l'intérieur, modifier le sol, après mettre le tube, bourrer un peu de terre autour, là, et dire ça va être bon. Alors, est-ce que c'est ce système-là où on utilise une clé pour enfoncer le tube? C'est ça, on creuse par l'intérieur du tube. Ouais, en fait, il faut la clé. Quoi. Le tube qui tranche, en fait, son emplacement. D'accord, ok. C'est pour ça qu'il faudrait les mettre. Normalement, c'est pas toujours fait comme ça. Mais bon. Et au moindre caillou, c'est raté. Et là, dès qu'il y a un caillou, ça marche plus. Voilà. Donc, on va faire une fosse, remplir de sable, tasser le sable, refaire le. Ah, mais tu changes ton sol si tu fais ça. Voilà, bon. Ça, c'est un peu moins cher et voilà, c'est ce qui se met beaucoup en place ce jour-là, des sons comme ça sur des profils en fait à la verticale. Alors, l'autre inconvénient, c'est la loi, en fait, elle n'est pas linéaire. Du coup, il y a des plages, en fait, dans la partie sèche. Elle a une forme comme ça, un peu la loi, là, qui met en relation le signal avec la teneur en onde. Et du coup, la partie qui s'aplatit sur la fin, là, donc ça monte dans le sec, c'est assez. La pente est bonne de 1 pour 1, donc on a une bonne sensibilité. Puis après, quand on arrive vers les lignes, ça s'aplatit, du coup, on a une grosse incertitude dans la valeur de l'humidité. C'est pas là non plus qu'on veut être sans arrêt dans l'humidité forte, mais bon, c'est pas linéaire en termes de précision, et c'est très imprécis sur les humidités. Oui, donc c'est pas terrible, quoi. Moi, honnêtement, j'en ai, mais je m'en sers. Bon, j'ai la chance d'avoir un lumière électronique, mais bon, voilà. Ouais, mais quand on a le premier outil du début, après, tout ça, c'est pas. Moi, j'ai un outil qui est très performant et après, des solutions.
Donc il y a ça, mais il faut savoir bien l'utiliser, bien l'installer déjà. Ça augmente sa qualité, quoi. Par contre, je suppose qu'avec le temps, l'installation est de plus en plus correcte, puisqu'en fait, le sol vit par lui-même et se tasse par lui-même. Du début, petit à petit, au fil des années, sur les cultures pérennes, se combler et on va avoir un bon contact. Et c'est vraiment, voilà, il faut le savoir, ce qui est important, c'est la qualité du contact sur ces blocs-là de circuit intégré. Dans ce cas-là, c'est du circuit intégré. Il faut vraiment pas avoir un fait de jeu d'air et enfoncer sans. En fait, on a les mêmes soucis avec les tensiomètres. En début Alors, tensiomètre, non, pas tout à fait, on va voir. Ah bon? Parce qu'en début d'installation, on a quand même des troubles. Alors oui, mais alors justement, on va voir que c'est pas le même problème. D'accord. Je peux passer, je crois qu'après, on a Mais là, en termes de prix, on redescend à combien ou on remonte à combien? Là, ils sont de. Je ne sais pas parce qu'on achète plus. Ça valait par exemple 2500 euros. Ah, parce que moi, j'aurais dit presque me le double. Voilà, et du coup, on balade avec ça, on a installé des tubes et on vient faire ces mesures. Ça, c'est aussi 2500 euros, mais ça reste sur place. Il y en a plusieurs capteurs à plusieurs profondeurs. Et ça, là, c'est moins cher. La petite sonde, c'est quand même dans les 200 euros. Mais je pose des questions parce que on est en train de tester un peu tout un tas de matériel là, en ce moment et tout ça. Mais dans ces sondes capacitives, on a aussi, en fonction de l'installation de la longueur de la sonde qui s'est installée dans le sol, on a dans chacun des profils de sol tous les 10 cm une information spécifique. Elle correspond au capteur tous les 10 cm. Elle correspond à un capteur tous les 10 cm. Donc on peut voir par exemple sur un sol sur 60 cm, où on pourrait juger que c'est là que se trouve la majorité du système racinaire. On peut avoir ici en surface des tensions plus importantes en surface et moins importantes en profondeur, ou inversement. Enfin, bon, voilà. Voilà. C'est intéressant, à minimum pour ça, même si elle n'est pas très juste en valeur, la mesure, au moins on voit des évolutions, on voit changer. Parce que ça, c'est quand même quelque chose qui est très utilisé partout en agriculture, dans des gros réseaux, notamment ouest ou centre de la France, sur des cultures annuelles et pérennes. Mais ça suppose d'avoir un sol très homogène sur l'ensemble de la parcelle, parce que c'est quand même une mesure très ponctuelle. Ça, je vais le dire un peu plus loin. Bon, pardon. Désolé. Sur Internet, de manière, ça ressemble, je ne sais pas si c'est la même technologie, mais à 25 euros. La petite sonde là, capacitive, on trouve des produits pas chers qui envoient par Bluetooth dans l'arrière de l'unité. Voilà, on peut faire des petits assemblages soi-même avec des sondes comme ça capacitives et des petits modules Arduino. Il y a quelqu'un chez nous à Trésor là, qui a travaillé à faire une petite sonde comme ça. Il a testé en Tunisie d'ailleurs. C'est pas très fiable. Et toujours pareil, ça dépendra vraiment de la qualité du contact, du sol, comme disait monsieur, si c'est pas très homogène, vu le prix, on peut multiplier. Voilà, alors c'est ça. C'est le débat. Est-ce que c'est bien d'avoir plein de mesures pas chères, donc on n'est pas sûr qu'elles soient très fiables, ou mieux tout, mais non pas sûr et cher. On peut passer à l'appareil de mesure à la tension. Voilà. Alors, les tensiomètres, il n'y a qu'à tout passer et mettre les images. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est le tensiomètre historique à eau, là. Avec la partie céramique ici, on remplit la colonne d'eau, on le sature bien dans l'eau, on le met en dépression pour bien saturer la céramique ici, là. Et après, on le met dans le sol via un trou. Et ce qui est important pour la tension, c'est d'avoir une continuité, en fait. C'est pas tant. On peut perturber là, perturber dans le sol, là. Par contre, il faut que ma partie sensible, là, la partie céramique, elle soit toujours en contact avec le sol pour qu'il puisse y avoir des échanges de flux. Là. On a dit, on mesure la tension, donc c'est la force. L'eau puisse rentrer et sortir dans les deux sens. Donc c'est comme ça qu'on va mesurer la tension avec un manomètre, là, directement avec lui. Ce système-là, il est continu en termes de chaîne de tension, en fait, de pression. On a quelque chose, le sol là, qui tire, la succion qui tire l'eau dans la colonne d'eau, qui crée une dépression qui est lue sur cette partie-là. Ça, c'est le watermark là, qui est utilisé aussi. Donc là, il n'y a plus d'eau. Le problème du système à eau, c'est qu'on s'arrête à une certaine valeur qui correspond au passage à l'état vapeur de l'eau. À 8 cm, là, l'eau à la température ambiante, ça devient de la vapeur. En fait, la dépression fait qu'elle passe à l'état vapeur. Donc ça décroche à la partie de la bougie. Là. Donc il n'y a plus de continuité de flux d'eau et ça marche. Ces systèmes-là sont des systèmes électriques en fait qui vont eux aller plus loin en gamme
parce qu'il n'y a pas d'eau en fait. Enfin, si, il y a de l'eau dans la partie poreuse. Là-dedans, il y a du sable, et puis il y a deux électrodes, un anneau et une tige, et on mesure la résistance électrique entre l'anneau et la tige à l'intérieur, là, dans le sable en fait. Et c'est saturé par une plastique de gypse pour pas que les ions du sol modifient la mesure. Voilà, donc ça va plus loin, ça peut aller jusqu'à. Donc là, on va jusqu'à 0,8 bar. Là, on va jusqu'à 2 bars, voire 3 bars. Moi, j'en ai, je vois, ils arrivent à monter à 3 bars. À peu près. Voilà. Donc, c'est électrique. Ça, c'est aussi électrique, mais de mesure capacitive, mais ça ne change rien. Là, on a deux plaques de céramique, vous les voyez là. Et ça va jusqu'à 5 bars. Ça marche moins bien dans les premières tensions, là, un peu faibles. Par contre, ça va jusqu'à 5 bars. Ça, c'est donné pour aller aussi jusqu'à 3 5 bars. Là. Donc, ça, c'est une sonde de pression ici qui mesure la dépression. Là, on a un signal électrique qui mesure comme une sonde de pression de niveau d'eau. C'est exactement ça, là, la dépression en fait, qui est créée dans la céramique, là, par l'extraction d'eau. Voilà. Ça, c'est une sonde, c'est pas très diffusé, qui va mesurer la variation de teneur en eau dans le matériau poreux, là, par voie dissipation d'énergie. Ça chauffe un petit peu et on voit comment la chaleur se diffuse ou pas. Plus il y a d'eau, finalement, plus ça capte la chaleur et ça va éliminer dans cette diffusion. Plus il y a d'air, finalement, plus c'est isolant et moins le progresse. Voilà. Et ça, c'est des petits capteurs qu'on est en train d'essayer de développer là, dans mon équipe. Là, je travaille pas mal là-dessus. C'est un nouveau tensiomètre, en fait, dans une logique de matériaux poreux, là, qui serait dans une mesure de résistance comme les watermarks. Ce serait un concurrent du watermark. Il y a des sondes chez Decagon. Moi, j'en ai utilisé en truffe. Les Decagon, c'est lequel numéro 9 sur son boîtier. Ouais, en fait, ça, c'est LPS6, Maverick Prop Suction 6. Ah, d'accord. 6 points de calibration de la loi. OK. Et donc là, on peut quand même aller jusqu'à 15 bars. On peut aller jusqu'à 4,2 de PF. Alors, ils en ont fait une qui monte à 10 bars, non, 15 même. 15 bars. On va à 4,6 de PF, on arrive à aller. Parce que, après, est-ce qu'on a encore un signal exploitable dans l'eau qui sort de ce matériau poreux? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est suffisamment visible pour le traduire dans une valeur de potentiel? Je touche aucune royalties de chez Decagon Météor maintenant, mais c'était des sondes aussi qui sont équipées d'une lecture de température. Alors c'est ça, il y a un système entre guillemets d'intelligence électronique qui rapatrie en format numérique à la fois la tension et la température. Voilà, ça c'est important quand on travaille sur des faibles couches pour voir l'effet de la température en situation caniculaire. Tu mets un thermomètre avec les watermarks, ça marche très bien, hein, c'est ce que j'ai fait. Oui, bien sûr. Mais quand tu as tout, quand tu as le... Ça vaut pas loin de 270 €. Ouais, voilà, ça vaut 300 € la sonde. Ouais. Voilà. Mais après, c'est pour culture pérenne. Hein, voilà, donc ça, alors là, on va mesurer beaucoup. Pardon, juste parce que j'utilise les watermarks, mais un peu comme Monsieur Jourdan, je pense. Et pourquoi vous parlez de bar? Parce que c'est une valeur de dépression. Alors oui, en centibar ou en kilopascal, ou je ne sais pas, vous pouvez l'exprimer. C'est une valeur en fait de force, en fait, de pression. Parce que le boîtier sur le watermark, il nous donne une valeur. Oui, c'est quoi? Sur le boîtier, c'est quoi? Température de confort, niveau de confort hydrique entre 25 et 50, mais je sais pas. 25 et 50 centibars. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. On va évaluer une force avec laquelle l'eau est retenue qui correspond en fait à une pression ou une dépression. Mettez dans le sol, c'est une dépression. Et nous, on l'affiche avec une valeur de pression. Et alors, pour éclairer ce point, la différence entre les tensiomètres, la mesure de la tension et la capacitive, voilà, en fait, on peut supposer que plus la capacité en eau du sol est faible, et plus la tension augmente. Exactement, il y a un lien. Il y a un lien entre la valeur de tension et la teneur en eau. Donc, est-ce qu'il faut vraiment s'équiper de ces deux mesures ou est-ce que l'une des deux peut suffire? Alors, passons à la diapo. Pardon, je vais trop vite, je suis désolé. Alors, la mesure de tension, elle va nous permettre effectivement de voir un état de disponibilité d'eau. Et donc, souvent, elle est utilisée, les tensiomètres sont souvent utilisés pour dire là, ma plante, il faut que je l'arrose parce qu'elle commence à avoir du mal à boire. Il va falloir mettre de l'eau. Donc, c'est souvent la logique d'enclenchement de l'irrigation. Je suis arrivé à tel seuil, tac, il faut que je mette de l'eau. Donc, ça donne en fait la facilité que va avoir la plante via ses racines à tirer l'eau de mon sol. Par
contre, on ne saura pas dire, c'est ce que vous me demandiez, combien j'en mets, combien ça stocke d'eau, là, cet état de tension, combien je peux en mettre, combien il en reste. Ça ne sait pas le dire. Donc, on peut quand même néanmoins mettre en relation le potentiel, la tension en eau, avec la teneur en eau, à travers des lois en fait, de corrélation de ces deux paramètres-là, qui s'appelle, bon, c'est un hollandais, la Van Genooten, qui a travaillé sur ça, les lois en fait, de Van Genooten, qui mettent en relation psi, c'est la tension en eau du tensiomètre, et θ, c'est la teneur en eau de mon sol. Donc, alors, on peut le faire, mais ça demande un travail dans un laboratoire, une machine qui fait une presse qui permet de le faire. Ça veut dire en fait qu'on met les échantillons de sol à différentes pressions, parce qu'on ne sait pas faire des dépressions qui vont jusqu'à 15 bars. On sait pousser l'eau par pression. Donc on vient pousser l'eau par pression, et puis on ouvre à telle pression, on sort de notre échantillon de terre, on regarde combien il y a d'eau dedans. Et donc on crée cette loi en fait, de mise en relation de la valeur de tension avec celle de teneur. Alors, là, donc ça, c'est les tensiomètres. Tout ça, c'est tensiomètres, c'est bien, ça nous donne comment, à quel moment arroser. Par contre, ça ne nous donne pas combien. Alors que la teneur en eau, par contre, ça va nous dire, ben, je sais à combien il est en termes de teneur en eau, donc je sais où est le réservoir et de combien je peux encore le remplir. Oui, par contre, on y arrive avec l'expérience à ça, parce que avec des sondes placées à 25 et à 50 sur des cultures comme le figuier, oui. Il suffit d'établir un relevé des mesures et un graphe, et on voit très bien, en le mettant en parallèle avec les doses d'irrigation apportées, on voit très bien quel est le volume à apporter par rapport à telle tension. Ça, par une expérience et une observation des chroniques, en fait, on peut essayer de définir pour notre sol, dans notre condition, en fonction des positionnements des sondes, que pourraient être les doses d'apport à chaque fois. Par une expérience, on peut effectivement petit à petit mieux comprendre comment ça fonctionne dans notre cas et ajuster ces doses. Alors, par contre, voilà, ce qu'on n'a pas dit, c'est là que vous me posiez la question, les centimètres de la mise en place. La teneur en eau volumique, en fait, elle est spécifique d'un sol, de sa géométrie, de sa structure, en fait, et de sa texture. Et donc ça nécessite un étalonnage. On va être obligé, avec nos sondes là qu'on a vu, capacity, pour mettre en relation la valeur électrique, physique là, de ce qu'observe la sonde, et la teneur en eau, eh bien, il va falloir étalonner. C'est-à-dire, à chaque fois, il va falloir prélever un échantillon de sol à côté, la non remaniée, et voir combien dans mon volume de sol, combien j'ai de volume d'eau. Ça, il faut se le calibrer pour contrôler. Alors que le tensiomètre, par contre, lui, en fait, il mesure un état physique, une force en fait, et il n'a pas besoin d'être étalonné à son sol. Lui, il va être étalonné, j'allais dire en usine en fait. Il sait dire avec telle force en fait, j'ai tel signal électrique. Et donc ça, il est autonome en fait. La plupart des temps, on va avoir une mesure sur le vertical, on fait la partie explorée par les racines aussi. Donc, on fait une exploration sur une verticale. Donc, c'est un point, un endroit sur la verticale. Quelle est sa représentativité? Donc, ça va souvent être un peu limitant. Si on a des sols assez homogènes, comme vous disiez, bon, on peut considérer qu'à cet endroit-là, dans cette géométrie-là, c'est assez représentatif. En fait, s'il y a des sols qui varient beaucoup sur une parcelle, ça va être délicat. Oui. Alors, soit on va aller sur le compromis de dire on est dans les conditions entre guillemets les plus difficiles, le sol le plus drainant, le moins épais, pour dire c'est là que ça va souffrir. Voilà, et on essaie de gérer sur ce site-là, à cet endroit-là, pour le reste aussi, ou on se met dans des conditions un peu intermédiaires à choisir. J'ai choisi la solution la pire. Voilà. Bon, la pire, souvent, c'est quand même le petit peu. Alors, il y a un autre élément dont je n'ai pas parlé, c'est la problématique de l'argile sur la mesure. Les principes électriques, là, capacitifs et autres, en fait, ils sont perturbés par les argiles. Donc, ces systèmes-là, en fait, n'arrivent plus à marcher quand il y a trop de tenants en argile. Ça, c'est bien produit par les constructeurs et vendeurs, mais le principe d'aller mesurer par des voies électriques, en fait, la teneur en eau des sols, il est fortement perturbé par les argiles. Or, il est mis en défaut, dans certains cas, on ne peut plus le mesurer. C'est quoi? C'est un problème de conductivité électrique? C'est la structure employée, l'aspect, je ne sais pas, charge électrique qu'on maintient dans les feuilles des argiles. La mettre dans les défauts là-dessus. D'accord. Ça, c'est pour les capacités, pas pour les tensions. C'est pour les capacités, pas pour les tensions. D'accord. Voilà. Le principe
Et la teneur de sel. calcaire. Et la teneur en sel aussi. Ouais, au bout d'un moment, ça met en défaut. Et, Moins et- avec le système TDR, là, le temps de trajet, mais après, avec et le calcaire, le calcium, pas de problème particulier. Il y a une place là. Voilà, ça on l'a dit, il y a un peu la verticale. Là, après, on peut passer. On peut passer là. Ah bon. Contrôle. La Voilà. gestion d'un. Alors, sur le figuier, c'est pas facile de trouver quels sont les besoins en eau du figuier en fait. Et j'ai trouvé, je le cite à la fin du diaporama, j'ai trouvé en fait une étude, un article scientifique en fait, fait par des Brésiliens. On a réussi à déterminer, ils ont fait des essais, ils ont déterminé quels sont les coefficients culturaux du figuier en fonction de son cycle. Donc le coefficient cultural, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les besoins en eau de la culture, l'évapotranspiration maximale de la culture, donc c'est la satisfaction hydrique du figuier là, c'est égal à quoi en fait? C'est égal à la demande climatique, l'évapotranspiration de référence, là, 0, fois le coefficient cultural. D'accord, voilà. Donc, souvent, pour évaluer, en fait, pour conduire des irrigations, ben, on a besoin de savoir quelle est la transpiration maximale de ma culture, en connaissant quels sont quel est le contexte climatique, les grandeurs physiques climatiques, et puis en ayant un élément qui est propre à la culture, qui sait dire, pour mon état de développement de ma culture, le cassier là, ça, pour trouver le PM, c'est 0,75 par exemple, au début de la croissance, là, au début des nouvelles feuilles. Et puis après, il augmente à 0,9, donc on est presque à 1. Il passe à 1 au moment où on est en récolte des fruits, et puis il rediminue à la fin, après la fin de la récolte. Donc ça doit nous permettre, sur un terrain, un endroit, en fait, si on connaît, on a une station météo qui nous permet d'avoir la demande climatique locale, en fait, on regarde où on en est de notre figuier dans sa croissance et dans son développement de cycle-là, et on connaît du coup son coefficient cultural, on va trouver quels sont nos besoins d'irrigation maximale pour le figuier. Donc ça nous permet de nous dédouaner, en fait, j'allais dire presque de mesures. On pourrait simplement, en observant quels sont les éléments de demande climatique et notre développement du végétal, avec ces deux éléments, trouver quels sont nos besoins en irrigation. Et de ça, du coup, on rentre dans une logique de bilan hydrique, où on va amener, quantifier ce qui pleut, quantifier ce qu'on amène en irrigation, et donc du coup, c'est censé combler ces besoins. Et oui, enfin, ça veut dire qu'il faut avoir une station locale qui permette d'avoir le TO. Voilà. Alors, et concrètement, on fait comment? vous les avez pas. Oui, normalement, dans téléculture. Voilà, après, c'est pas un paramètre. Le T0, là, c'est un paramètre un peu, j'allais dire, étendu dans l'espace, à moins qu'on ait vraiment localement quelque chose de micro-climatique. Ouais. Et sinon, c'est quelque chose qu'on peut distribuer un petit peu, cet aspect grandeur calculée là, de la demande climatique. On peut dire qu'elle est de 4 à 4,5 printemps-automne et qu'elle est de 6 à 8 mm jour pendant la période juillet-août. Enfin, ici, chez nous. Après, ailleurs, je sais pas. Espagne, c'est combien? Tu peux redire Alors, c'est 4,5 printemps-automne. Ça, c'est 4,5 mm par jour sont évaporés en tant que demande climatique, voilà, et de la plante. Et pendant juillet-août, enfin, c'est ce qu'on observe. Et ça rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que moi, je dirais que c'est assez constant. Il n'y a pas de grosse différence maintenant aujourd'hui. On ne peut pas dire à l'Est et Nîmes, il y a des gros écarts. Le 14 juillet, on perd entre 6 et 8 mm qu'on soit à l'Est ou Nîmes. Voilà. Par jour. Ça, c'est là-dedans. Concernant les coefficients culturels, on dispose de coefficients culturels du figuier avec d'autres sources. Une étude espagnole, une étude californienne, des études turques. D'accord. Et ils aboutissent en général des chiffres plus faibles. Plus faibles. Et
et les collègues espagnols pourront le confirmer, il y a une étude qui est financée par le programme Prima, un autre Prima que le vôtre, voilà, le programme FIGEN qui commence à être publié, et en particulier une étude sur l'irrigation, dont une partie a été faite en Extremadure et l'autre partie dans votre région, en Catalogne, et elle commence à être publiée avec des coefficients culturels. D'accord, c'est intéressant. Alors, juste pour vérifier que j'ai à peu près compris, si on suppose que les indications de Bernard sont vraies, c'est-à-dire qu'on perd 6 à 8 mm jour en été, sur une variété d'été, il faut apporter 6 à 8 mm jour en période de récolte, c'est ça? Donc c'est colossal, c'est colossal. Quand on dit que le figuier est considéré, on le considère, c'est la preuve aujourd'hui, une plante dite méditerranéenne, en fait, elle a un besoin en eau qui est l'équivalent du maïs. Non, mais il faudra le corréler avec vraiment une production. Oui, oui, non, bien sûr. On va pouvoir le spécier, on n'aura pas les mêmes rendements. Ça dépend de la surface arrosée. Donc ça dépend de la technique de, ça dépend de la technique de plantation. Maintenant, pour m'être intéressé aussi à l'olivier et la présence de la délégation espagnole ici, c'est que vous utilisez un coefficient supplémentaire qui est un coefficient où vous prenez en compte la frondaison des arbres. Et c'est un coefficient qui détermine une certaine surface foliaire sphérique ou pas. Et ça vient se rajouter au coefficient cultural. Et c'est un coefficient que vous appelez SC, je crois. Enfin, ça, je l'ai lu dans des bouquins relatifs à l'olivier. Maintenant, je ne sais pas si c'est le cas, si ça existe en privé. C'est l'étude espagnole qui dit et son travail. Avant. Des explications. Je crois que pour l'année, sont 2500 200 mm d'apport d'irrigation à l'année. et notre sol, plus 6 000 mètres. Notre prix de notre région, il est très faible. 60 mm à l'année. Alors, bon, voilà. L'idée, c'était effectivement de voir voilà, comment on évalue un peu les besoins d'irrigation. Et ça, c'est pour être vraiment au maximum du rendement. Après, on va évidemment pouvoir mettre moins d'eau et du coup créer un stress. Et on va mettre voilà. Bon, après, où est-ce qu'on met l'information de suivi du stock du sol là, voilà, si c'est des aspersions, à quelle profondeur, comment on les positionne pour essayer de piloter davantage. Ça, c'est à ajuster en fonction de ton sol, en fait. On ne pourra jamais dire, je les mets là, à telle distance du hauteur, ça sera vraiment en fonction de comment on diffuse dans le sol. Là, je suis pas d'accord. Là, et ici. C'était juste pour montrer. Après, on peut passer. Alors. Oui, bah là c'était pour dire. Moi j'ai entendu, là j'ai vu en venant que c'était une petite irrigation parmi projets. Je ne sais pas comment dans les projets récents, éventuellement ça arrose le figuier. Est-ce qu'il y a, j'ai entendu parler aussi de goutte à goutte, voir des gouttes à goutte enterrées. Voilà. Selon la technique en fait d'arrosage, eh ben, ça va être plus délicat de faire un bilan en fait historique. Parce qu'on va vraiment localiser l'eau sur des zones très limitées. Et du coup, pour le suivre et le piloter, ça va être d'autant plus délicat. Je ne sais pas ce qu'en pensera Pierre, mais le figuier, il faut faire attention au goutte à goutte parce qu'il a quand même tendance à chignonner très fort. Non? Oui, en conteneur, mais en culture production, le goutte à goutte marche très bien. Hein. Ouais. Moi, j'ai des clients qui utilisent ça depuis des dizaines d'années et ça fonctionne très bien. Le micro, entre la différence entre les deux, moi, je suis plus partisan du goutte à goutte. Oui. Le micro-jet, il est intéressant si on a, sur des plantations jeunes, si on a de la matière organique à faire évoluer, par exemple,
avec des gros besoins en apport de matière organique, c'est mieux le micro-jet. Après, le micro-jet favorise l'enherbement aussi par rapport au goutte à goutte. Donc ça, c'est toute une... c'est au cas par cas, quoi. C'est au cas Les par gouttes à cas. goutte, Mais globalement, je suis plus partisan en du cercle goutte à goutte. À deux goûteurs, deux goûteurs par arbre, un goûteur par arbre au démarrage, et puis après on allonge le nombre de goûteurs. Et à la limite, si on met ensuite un goûteur à mi-distance entre les deux arbres, quand le verger est adulte, ça fonctionne très bien. En Espagne, ils faisaient le goutte au goutte, et maintenant ils font l'aspersion à cause ils l'utilisent pour l'indigène. À l'aspersion au-dessus, Quand ça descend la température la nuit, à la matinée, ils vont vite mettre l'eau pour qu'ils fassent la feuille toute glacée. Et tout. ouais, ça c'est l'avantage. Après, l'inconvénient, quand le verger rentre en production, l'inconvénient c'est la fragilisation des fruits, quoi. Le fruit est très fragile, hein, et vous fragilisez, vous favorisez l'éclatement, vous favorisez les fendillements. Je pense que ça, c'est l'intérêt, ça peut être un intérêt pour effectivement ce problème de froid, mais je pense que c'est un inconvénient après quand on rentre en culture, en production. Ouais. Moi, j'ai choisi la micro-aspersion avec un micro-asperseur entre chaque arbre sur le rang. Chaque région. Alors, nous, dans l'équipe, on a développé un modèle de culture, en fait, pour différentes cultures, mais plutôt des cultures annuelles, en fait. Ça s'appelle Optyrix, ce modèle de culture, enseignement pilote. En fait, il permet de simuler les besoins en eau d'une culture en simulant sa croissance, sur les cultures annuelles. Et il intègre, en fait, un élément qui est le stress hydrique dans la réduction du rendement. D'accord, donc on va jusqu'au rendement avec ce modèle de culture. Et moi, je pense que ça pourrait être intéressant de construire un projet où on évaluerait sur le cas du figuier, en fait, comment intégrer cette culture dans notre modèle, là, pour pouvoir, en fait, savoir comment piloter l'arrosage en allant jusqu'au produit fini qui est le rendement, la récolte. Hein. Donc, dans l'étude faite par ici, là, par l'équipe dont on a parlé tout à l'heure, qui a évalué le PAC, là, qui sont des Brésiliens, ils ont fait plusieurs rationnements en fait, d'irrigation. On disait tout à l'heure 100% de l'EPM, là, quand on arrose la satisfaction. Et ils ont fait plusieurs états en fait, de conditions hydriques à 70% de l'EPM, à 50%, voire en pluvial. Je ne sais pas comment ils ont mis en pluvial. Voilà. Et donc, voilà. Donc par ces systèmes, en fait, on va mettre de moins en moins d'eau finalement pour arriver à quelque chose de très sec. On peut évaluer finalement la production finale avec des systèmes où on rationne, donc on stresse la culture et voir après, pouvoir définir en fait une loi en fait des effets du stress pour pouvoir évaluer finalement avec des rationnements en eau. Qu'est-ce que je suis capable d'arriver à produire si j'ai qu'un certain volume d'eau, à quel moment je le positionne dans l'année pour maximiser mon rendement malgré le fait que j'ai peu d'eau. Ça pourrait être un intérêt en fait en ajoutant cette culture à notre modèle. Ça nécessiterait de faire des essais, hein, d'avoir une parcelle d'essai, voilà, avec une gestion et un suivi. Mais ça permettrait dans notre modèle. Alors le modèle il est indé. C'est sur la fameuse verticale, là, le réservoir sol sur une verticale. On regarde son remplissage et on le suit. Donc, ça serait plus simple avec le système arrosé en aspersion. Mais bon. Voilà, moi, c'est dans la réflexion que j'ai eue au cours de cette culture, c'est voilà, et chez nous, dans notre équipe, je pense que ça serait ça qui serait la façon de valoriser au mieux les travaux qui sont faits sur la file, d'aller vers une intégration dans notre modèle de cette culture, et s'aider en fait au pilotage de l'irrigation, en ayant en plus, j'allais dire jusqu'au produit fini, quel est l'effet des rationnements sur le rendement de mon Ce serait très intéressant. Hein. Il faut voir, je pense, il y a deux aspects là-dedans qui me viennent à l'esprit. C'est un, que quand on regarde la façon dont produit le figuier, il fait potentiellement un fruit à l'échelle de chaque feuille. Ce qui veut dire que plus vous avez de pousses, de croissance de pousses, plus vous avez potentiellement de quantité de fruits. Et si on regarde comment se comporte le figuier en zone tropicale, il produit en continu et il produit 12 mois sur 12. Voilà.
Donc, il y a cet aspect de besoin d'eau pour avoir de la croissance de branches, la croissance végétale qui ensuite va déclencher le fruit. Et après, le deuxième aspect, c'est le besoin au moment du grossissement du fruit pour avoir du calibre sur le fruit qui s'est formé, sur la quantité de fruits, avoir le calibre et le rendement. Le rendement, il a ces deux aspects. Effectivement la partie croissance végétative et Donc, il y a un besoin d'eau au printemps. Quand on a des printemps, comme l'année dernière, avec une chaleur qui arrivait très très tôt et peu de pousses, ceux qui n'ont pas arrosé très tôt, il y a eu des pousses courtes, donc moins de fruits. ça il faut aussi évaluer Ouais. la zone. Ouais, il y a un besoin d'eau au printemps. Ouais. Voilà. C'est au moment où il doit faire la tige avec le fruit. Ouais. Avec un petit corollaire, c'est que quand on est en verger piéton et qu'on cherche à avoir une multiplication des branches, jeunes pousses, on a moins de longueur de pousse, mais par contre, on a beaucoup plus de pousses. Et de fait, on a des figues des figues et des feuilles qui sont plus rapprochées les unes des autres. Mais au final, on a aussi un rendement qui peut être très important. Ce qui limite pas l'apport en eau, hein, parce que pour arriver à ce résultat, il faut aussi apporter de l'eau. Hein. Ça joue pas sur le calibre du fruit? Ça joue pas sur le calibre du fruit, non. Ce qui va jouer sur le calibre du fruit, d'après ce que j'ai constaté, en tout cas, c'est effectivement la satisfaction en eau à ce moment-là. Oui, tout à fait. C'est clair.